La première brique. Taux de retard, la première brique en augmentation qui approche maintenant les 20%. Taux de retard sous-estimé par la première brique et ses partenaires privilégiés. Manque de transparence sur le site de la première brique. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de la vérité sur les finances qui ne vous cache rien et vous donne des informations en toute indépendance et que vous ne trouverez pas ailleurs. J'ai voulu faire cette vidéo car je trouve que la première brique manque énormément de transparence concernant ses performances, en particulier sur ses taux de retard. Or, je pense que les investisseurs sont en droit d'obtenir une information juste avant d'investir. Quand vous vous connectez au site de la première brique, pour trouver les statistiques sur les taux de retard, il faut descendre tout en bas de la page. Il faut cliquer sur Performance car c'est là que se cachent les statistiques de retard. On voit tout d'abord un tableau très peu lisible. Je précise que ce que vous voyez à l'écran est en taille réelle, zoom 100%. C'est exactement la même taille que lorsque vous vous connectez sur leur site internet. Alors je sais, je me fais vieux, ma vue est loin d'être parfaite. Cependant, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est quand même limite. Franchement ici, je n'arrive à rien lire. Par ailleurs, je trouve qu'on est un peu noyé par les chiffres. Je pense qu'en y mettant un peu de bonne volonté, on peut faire beaucoup mieux en termes de clarté. Dans ce tableau, on peut voir qu'au 9 juillet 2024, sur les 520 projets financés par la première brique, il y en a 37 qui actuellement ont un retard de 0 à 6 mois, soit 7,12%, et 26 qui ont actuellement un retard de plus de 6 mois, soit 5%, soit au total 12,12% de retard. Mais regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous verrez qu'en réalité, ces chiffres sont trompeurs. Je rappelle que ce que vous voyez est en taille réelle, c'est-à-dire zoom 100%, et vous pouvez constater que c'est quand même affiché en tout petit. Je me suis demandé quelle est la taille de la police utilisée. Pour ce faire, j'ai utilisé mon traitement de texte. Et comme vous pouvez le voir, même avec une police 4, c'est beaucoup plus lisible que sur le site de la première brique. Donc ils utilisent une police inférieure à 4. On pourrait finir par se demander s'ils ne cherchent pas à cacher leurs statistiques de retard. Et la première brique ne donne pas les statistiques de retard dans ses rapports annuels. Vous pouvez voir tout en bas de cette page que sur le site de la première brique, il y a seulement un rapport annuel qui date de 2022. Je vous montre le contenu de ce rapport, une première page, une deuxième page sans beaucoup d'informations, une troisième page très générale. Sur la quatrième page, on a une information sur le taux de rendement moyen, mais rien sur les taux de retard. Sur la cinquième page, toujours rien sur les taux de retard. Toujours pas de retard sur la sixième page. Sur la septième page, ils mettent en avant leur taux de défaut. Ce serait peut-être pas mal de rajouter le taux de retard. Ils mettent également en avant une très bonne note sur Google. Par contre, si vous regardez sur Trustpilot, la note est moins bonne. Puis ensuite, la 8e, 9e page, 10e page et 11e page ne contiennent pas beaucoup d'informations. Je trouve anormal que dans un rapport annuel, il n'y ait absolument aucun chiffre sur les retards. Et comme les rapports de la première brique sont très légers, je pense donc que cela ne devrait pas leur demander beaucoup de temps pour faire le rapport 2023 qui n'est toujours pas disponible alors qu'on est quasiment en mi-juillet 2024. Je trouve que la première brique manque de transparence vis-à-vis des investisseurs. Si on compare à d'autres plateformes, on voit que la première brique n'est pas à la hauteur. Par exemple, sur le site Peerberry, tout en bas, on a statistiques. Ce sont des statistiques qu'ils mettent très régulièrement à jour. Elles sont à jour d'aujourd'hui. Si on recherche les statistiques de retard, on a, je trouve, quelque chose de beaucoup plus clair, de beaucoup plus lisible. On peut voir que sur Peerberry, plateforme de P2P, il y a un taux de retard de seulement 8,6%. Et en plus, ce sont des retards d'au plus 15 jours. Il y a même la possibilité d'avoir ces statistiques de retard pour chaque fournisseur de prêt. Bien sûr, les taux de retard en P2P ou en crowdfunding immobilier ne sont pas comparables. Mais par contre, en termes de transparence, je trouve que ce que fournit Peerberry est beaucoup plus clair que ce que propose la première brique. Et même cette simple page de statistiques de Peerberry contient beaucoup plus d'informations que le rapport annuel de la première brique. Si vous ne connaissez pas Peerberry, j'ai fait une vidéo de présentation de Peerberry, vous pouvez la regarder pour en savoir plus sur cette plateforme. Prenons un autre exemple de comparaison avec Swapper. On peut facilement accéder aux statistiques dès la première page. Et les statistiques de retard sont affichées de façon claire. Elles sont détaillées suivant les fournisseurs de prêts, 27% de retard chez Wandu Finance Group et seulement 7% de retard chez One Leasing. Cependant, même chez Wandu Finance Group, il y a seulement 11% de retard de plus de 1 mois et aucun retard de plus de 2 mois. Là aussi, je ne cherche pas à comparer les taux de retard de la première brique avec ceux de Swapper, ça n'aurait pas de sens.
Ce que je cherche à comparer ici, c'est uniquement la qualité de communication vis-à-vis des investisseurs. Et je trouve que la première brique n'est pas du tout à la hauteur. Et je précise que Swapper met à jour sa page de statistiques tous les mois. Je pense que c'est la même chose pour la première brique. Donc en résumé, les taux de retard sont quasiment illisibles sur le site de la première brique. Ces taux n'apparaissent même pas dans les rapports annuels, qui en plus sont très anciens. J'ai contacté par mail M. Hugo Berthe, président cofondateur de la première brique, pour lui demander de me communiquer la liste des projets avec la date prévue de clôture et la date réelle de clôture, afin que je puisse réaliser des statistiques sur le retard. J'ai trouvé l'attitude de M. Berthe très désagréable. Il a fait semblant de ne pas comprendre ma demande, et malgré que j'ai répété la même demande à maintes reprises, il a tenté de me mener en bateau comme s'il ne comprenait pas ma question. Et in fine, bien sûr, il ne m'a pas communiqué les informations que je demandais, malgré un échange de nombreux mails. Je crois qu'on a en droit de penser que la première brique manque de transparence et qu'elle cherche à cacher ses statistiques de retard. Mais il y a pire, comme je vais vous le montrer dans la seconde partie de ma vidéo, la façon de calculer les taux de retard de la première brique est trompeuse. Je vais donc vous donner les vrais chiffres de retard de la première brique, car ici vous êtes sur la chaîne de la vérité sur les finances, sur laquelle vous trouverez des informations que bizarrement vous ne trouverez pas sur certaines grosses chaînes YouTube qui ont un partenariat privilégié avec la première brique. Je vais vous expliquer pourquoi les chiffres officiels de retard de la première brique sont trompeurs, puis je vous donnerai ce que je considère être le vrai taux de retard. Et vous verrez que c'est très différent de ce qui est affiché sur le site de la première brique ou sur les sites des partenaires privilégiés de la première brique. J'ai récupéré les données à partir du haut de la page de statistiques du site de la première brique et je vous ai récapitulé les résultats dans un tableau Excel pour que ce soit plus clair. Avec sa façon de calculer les taux de retard, la première brique affiche sur son site un taux de retard de seulement 12,12%. Pour cela, elle prend le nombre de projets en retard divisé par le nombre total de projets, c'est-à-dire le nombre de projets qui ont été réalisés depuis 2019. Moi, si je fais le calcul en prenant le nombre de projets en retard, 37 plus 26, là-dessus, je me contente de prendre les chiffres de la première brique, divisé par le nombre de projets non encore remboursés, pour moi, s'ils ne sont pas encore remboursés, ils sont en cours, je trouve alors un taux de retard d'environ 20,6%. Ce qui est quand même très différent de 12,12% affiché par la première brique. En effet, en ne prenant que les projets non clôturés, on trouve un taux de retard 1,7 fois plus important que celui affiché sur le site de la première brique. Malheureusement, de telles informations sont très difficilement trouvables sur Internet et YouTube. Donc en likant ma vidéo et en mettant un petit message, vous donnerez plus de visibilité à cette vidéo, ce qui permettra au maximum d'investisseurs de connaître les vrais taux de retard de la première brique. Les chiffres de retard ne sont pas estimés uniquement par la première brique, mais aussi par certains de ses partenaires privilégiés. Par exemple, sur le site internet Objectif Renta de Mark Bluersky, le taux de retard de la première brique est estimé à seulement 3,1%. Cela peut paraître quand même très surprenant que Mark Bluersky affiche sur son site un taux de retard de seulement 3,1%, alors que la première brique elle-même dit avoir un taux de retard de 12,12%, soit 3,9 fois plus. Si vous souhaitez que j'approfondisse mon analyse sur le taux de retard donné par Mark Bluersky, demandez-le moi en commentaire. Ma vidéo est déjà assez longue, je ne pourrai pas tout vous dire en une seule vidéo. Laurent de la chaîne YouTube Liberté Financière est un autre youtubeur qui a un partenariat privilégié avec la première brique et qui donc fait beaucoup de vidéos de présentation des projets de la première brique. Laurent a publié sur sa chaîne YouTube une analyse 2024 des taux de retard et défauts. Et là aussi c'est étonnant, Laurent annonce un taux de retard de seulement 4,76% pour la première brique, ce qui est quand même 2,5 fois moins que ce que la première brique elle-même affiche sur son site. Je ne vois pas quel serait l'intérêt de la première brique de surestimer son taux de retard. Donc je suis quand même très étonné que sur de grosses chaînes YouTube, ils arrivent à afficher des taux de retard très inférieurs à ce que l'on peut trouver en une minute en regardant la page de statistiques du site de la première brique. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que certains gros youtubeurs reçoivent plusieurs milliers d'euros chaque mois grâce à leur partenariat avec la première brique. D'ailleurs, j'avais demandé à Hugo Berthe s'il pouvait me communiquer des informations sur le budget total dépensé par la première brique pour rémunérer les youtubeurs qui ont un partenariat privilégié avec la première brique. Et une fois de plus, M. Hugo Berthe n'est pas partisan de la transparence, il a refusé de me communiquer cette information. Le site Hello Crowdfunding donne également des taux de retard, et cette fois-ci, vous allez le voir, ils sont moins trompeurs. En effet, ils annoncent un taux de retard de 16% pour la première brique.
Et même pour un certain nombre de projets de la première brique, ils indiquent si ce projet est clôturé ou s'il est sain, c'est-à-dire s'il n'est pas en retard. Cependant, j'ai vérifié pour certains projets que j'ai financés sur la première brique et qui sont en retard, et qui peuvent sur Hello Crowdfunding être indiqués comme n'étant pas en retard. Donc déjà là, on pourrait expliquer une sous-estimation du taux de retard indiqué sur Hello Crowdfunding. Comme vous pouvez le voir, les taux de retard de la première brique sont estimés de façon très différente. Ça me fait penser à ce qui se passe lorsqu'il y a une manifestation. Les syndicats indiquent qu'il y a eu 2 millions de personnes qui ont manifesté, et la préfecture de police vous dit qu'en réalité, il y en a eu 400 000. Mark Blue Sky annonce un taux de retard extrêmement faible de seulement 3,1%. Laurent de la chaîne La Liberté Financière annonce un retard de 4,76%, très inférieur au taux de retard annoncé par la première brique qui est de 12,12%. De son côté, Hello Crowdfunding annonce un taux de retard de 16%. Pour ma part, j'annonce un taux de retard de 20,59%. Et dans cette vidéo, je vous ai expliqué en transparence et en détail comment j'aboutis à ce résultat. Je ne vais pas vous dire « croyez-moi sur parole, c'est moi qui ai raison ». Non, je vais essayer de vous convaincre, notamment que pour calculer le taux de retard, il faut faire un ratio entre le nombre de projets en retard divisé uniquement par le nombre de projets en cours. Et pour cela, je vais vous montrer un exemple concret. Imaginons qu'un ancien banquier, totalement en échec dans sa fonction précédente, et qui a été foutu à la porte par son conseil d'administration. Cet ex-banquier a créé une nouvelle plateforme de crowdfunding immobilier qui s'appelle EM. Oui, il a un peu la grosse tête, alors il a donné comme nom à son entreprise ses initiales. Mais ça tombe pas mal, puisque son nom a été prédestiné. En effet, il s'appelle Emmanuel Masson. Supposons que sur cette plateforme, on ait les chiffres suivants. Il y aurait donc 50 nouveaux projets chaque année. Attention, ici, je passe directement de 2030 à 2050. Ici, on aurait les statistiques pour le nombre de projets en cours, le nombre de projets en retard et le nombre de projets clôturés. J'imagine donc que le nombre de projets en retard est constant. Et on regarde ce qui se passe pour les taux de retard avec deux façons de les calculer. Première méthode, on prend le nombre de projets en retard sur le nombre de projets total, c'est-à-dire le nombre de projets depuis le début. Avec cette façon de calculer les taux de retard, en 2026, on aurait un taux de retard de 33,3%, en 2027, 25%, 20%, etc., etc., etc. En 2059, on aurait un taux de retard de seulement 2,8%. Et ce taux de retard va de plus en plus se rapprocher de zéro. Cela peut paraître bizarre parce que le nombre de projets en retard est constant, tout comme le nombre de projets réalisés chaque année. Mais ce qui se passe, c'est que le nombre de projets total, le nombre de projets réalisés depuis que la plateforme existe, bien sûr, augmente de plus en plus. Et en calculant le taux de retard en divisant par le nombre de projets depuis que la plateforme existe, bien sûr, on divise par un nombre de plus en plus grand et forcément, on aurait des taux de retard de plus en plus petits. C'est pour ça que calculer un taux de retard en divisant par le nombre total de projets depuis que la plateforme existe est largement trompeur. Les plateformes qui existent depuis très longtemps peuvent par ce moyen afficher des taux de retard élevés. Alors que ici, dans mon exemple, il y a quand même chaque année systématiquement 50 projets en retard, alors que cette plateforme fait 50 nouveaux projets chaque année. Et cependant, avec cette méthode de calcul, elle pourrait afficher un taux de retard trompeur de 2,8%. Maintenant, regardons ce qui se passe si on calcule le taux de retard en prenant le nombre de projets en retard, divisé cette fois-ci par le nombre de projets en cours, le nombre de projets non clôturés. Et là, vous voyez que c'est totalement différent. On trouverait un taux de retard qui serait constant dans le temps. Ce qui est quand même plus réaliste par rapport à une situation où le nombre de projets en retard est constant et le nombre de nouveaux projets chaque année est également constant. Avec cet exemple, j'espère vous avoir convaincu que calculer un taux de retard en divisant par le nombre total de projets depuis que la plateforme existe est largement trompeur. Et en plus, cela avantage les plateformes les plus anciennes puisqu'elles peuvent diviser par un nombre de projets réalisés depuis le début très important. Ça biaise largement la comparaison entre les plateformes les plus récentes et les plus anciennes. Il y a une autre méthode pour sous-estimer les taux de retard qui consiste à ne prendre en compte que les retards de plus de 6 mois. Pour ma part, je considère qu'une plateforme et un porteur de projet sérieux doivent intégrer une marge de sécurité dans la durée cible du projet. Donc je considère que même un retard de faible durée démontre un manque de maîtrise dans l'analyse du projet. Comme je vous l'ai montré, les plateformes de P2P affichent des taux de retard même de seulement 1 jour pour un prêt de 90 jours. Donc considérer qu'un retard de 6 mois est normal pour un projet de 12 mois me semble quand même largement trompeur. Bien sûr, les retards en soi ne sont pas dramatiques.
La première brique vous promet même contractuellement une majoration du rendement en cas de retard. Mais là aussi, la première brique ment, puisque très souvent, lorsqu'un projet est en retard, elle fait lever la pénalité par un vote. Et en plus d'une façon illégale, puisque c'est contractuel. J'ai maintenant de plus en plus de projets sur la première brique qui ont des retards inquiétants. Le porteur de projet n'arrivant pas à trouver un acheteur à un prix qui lui permettra de rembourser les investisseurs. Et toutes les agences immobilières vous le diront, quand un bien est à la vente depuis déjà plus de 3 mois, il devient de moins en moins probable de le vendre sans devoir faire un rabais important sur prix. Et ceci est d'autant plus vrai sur un marché immobilier qui actuellement est à la baisse dans pas mal de régions. Dans ce cas-là, plus on attend pour vendre, plus on va devoir vendre bas. Je vous avais montré les statistiques de retard de Pierre Béry, qui, contrairement à la première brique, calcule ses taux de retard convenablement, c'est-à-dire en divisant le nombre de prêts en retard par le nombre de prêts en cours, ce qui ici donne un taux de retard de 8,6%. J'ai fait le calcul, si Pierre Béry cherchait à tromper les investisseurs et calculait son taux de retard en divisant par le nombre total de prêts financés, elle pourrait afficher un taux de retard de seulement 0,4%. Vous voyez donc que la méthode du calcul de taux de retard est quand même très importante. Je vous rassure, toutes les plateformes de P2P que je connais, et j'en connais pas mal, calculent systématiquement leur taux de retard en divisant par le nombre de prêts en cours, et non le nombre de prêts qu'elles ont financés depuis que la plateforme existe. En réalité, le taux de retard le plus réaliste serait de calculer le nombre de projets clos qui ont eu une durée réelle supérieure à la durée cible, divisé par le nombre de projets clos. Et ce, par exemple sur une période de 2 ans, pour tenir compte uniquement des projets les plus récents. C'est ce que je voulais calculer pour la première brique, mais pour cela, il me fallait des données que je n'avais pas. C'est pour ça que j'avais demandé ces données par mail à M. Hugo Berthe, président cofondateur de la première brique, mais malheureusement, il a refusé de me les communiquer. Et ce, malgré que je l'ai relancé plusieurs fois. Faire une vidéo comme aujourd'hui me demande beaucoup de temps, pas mal de recherches, donc merci de liker ma vidéo et encore mieux de mettre un petit commentaire pour m'encourager dans ma volonté de développer une chaîne YouTube qui donne des informations aux investisseurs en toute indépendance vis-à-vis des plateformes. Il y a 1 an, j'ai fait une vidéo qui donne mon avis sur la première brique. Au vu des éléments que j'ai découverts dans mes vidéos, je vais faire une nouvelle vidéo qui sera une mise à jour de ma première vidéo sur la première brique. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche si vous souhaitez voir cette future vidéo. Généralement, je publie mes vidéos le mercredi et parfois également une deuxième vidéo le week-end. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.